pour pas buter en fait sur les cailloux, mais entre guillemets les survoler. Ouais, non. Dans les descentes techniques, ouais, je pense qu'il faut vraiment faut chercher à ça, les petits pas, voilà, poser le pied, le plus sur l'avant possible. Ça fait un peu naturellement si si on a un peu félin, chercher vite. Après, c'est pour la même technique quand il y a une piste forestière où on court à 17 km/h, mais dans ces descentes vraiment techniques caillouteuses, faut chercher des petits appuis, là on va poser le pied où le caillou va pas se dérober, c'est un peu, c'est un peu instinctivement, mais comme je disais, faut en manger pour que ça devienne automatique et puis pas y réfléchir, quoi. Si on commence à réfléchir à chaque pas où on va mettre le pied, savoir si la cheville va se tordre ou pas, on perd du temps, on perd l'influx nerveux et on se fatigue d'autant plus vite. Ouais, c'est sûr. C'est quand tu prépares un objectif comme ça, t'es accompagné, je sais pas moi, par un entraîneur, un diététicien ou t'as un staff entre guillemets qui te permet de bien préparer tout le process. Ouais, j'ai un entraîneur qui me suit depuis ma deuxième année, depuis 2013. D'accord. Avec qui je suis très proche, qui est devenu un ami et qui sur la préparation, c'est lui qui me prépare. On s'appelle peut-être 2 fois dans la semaine, on s'écrit des messages. Donc toute la préparation, tout le côté entraînement, c'est lui qui gère. Et moi, j'applique un petit peu comme une recette. Donc voilà. Après, avec lui, on discute diététique, un petit peu de tout, un peu de tout, mais surtout pour l'entraînement, quoi. D'accord. L'entraînement, c'est tout planifié de son côté. Ouais. Ouais, et quand tu prépares ça va faire 2 questions, mais pour le coup, quand là justement t'as des objectifs aussi importants que Madère ou les championnats de France et puis après la TDS ou le Grand Raid, forcément j'imagine que vous avez réfléchi tous les deux à la préparation sur l'année. Et en même temps, à chaque fois, chaque objectif est tellement important qu'il y a un cycle de préparation spécifique. Oui, tout à fait. Là, c'était dans mes 4 objectifs, le championnat de France par les 7 courses, c'était entre guillemets la course la plus courte, 65 km par rapport aux 3 autres. Mais voilà, dans l'idée de la suite de la saison, je me suis pas m'entraîner. J'ai fait des grosses sorties pour préparer la suite, tout en sachant que ça allait me servir quand même pour les championnats de France. Par exemple, 15 jours avant, j'avais reconnu les championnats de France en une traite. Ça fait certes beaucoup, mais ça m'a fait une sortie de plus de 8 heures. Mais c'était dans l'optique, ça pour la TDS et pour la suite de la saison. Voilà. En temps normal, si j'aurais fait que des courses de 50-60 km, j'aurais peut-être pas fait une reconnaissance en une traite de 8 heures. J'aurais fait en 2 fois ou j'aurais fait différemment. Mais chaque course est différente. Ça, c'est une course où mine de rien, ça va quand même vite. 7 heures pour les premiers, il y a quand même de l'intensité. Après, quand on est sur des courses de 14 heures et puis le grand raid plus encore, c'est encore un autre domaine et encore bien d'autres paramètres à gérer. Ouais, c'est sûr. Et c'est une course là, le Grand Raid, que t'appréhendes parce que justement la chaleur, le côté technique, la longueur, tu rentres encore dans un autre univers, quoi. Oui, la longueur, oui, tout à fait, ce sera complètement un autre univers. Là, il y aura 10 heures de plus que Madère ou la TDS, je pense. Donc ce sera encore autre chose. Le côté technique ne me fait pas peur. Après, le côté, il y a un point du règlement, c'est qu'on n'a pas le droit au bâton là-bas. Je suis un partisan des bâtons et de leur utilisation. Je sais m'en servir et c'est vraiment un de mes points forts. Donc là, il faudra s'en passer. Donc je prévois de m'entraîner sans, c'est pas de souci, ça. Mais la longueur, oui. Après la fin de course de nuit, sur la fatigue, il y a vraiment plein de paramètres qui vont être différents. Puis chaleur, peut-être pas uniquement, c'est surtout chaleur et humidité. Je pense que le combiné des deux qui risque d'être peut-être délicat. La chaleur ne me gêne pas plus que ça. Forcément, on est moins performant, mais je pense que je m'y fais plutôt bien. Et après, la chaleur plus humidité, il faudra voir ce que ça donne. Ouais. Ça c'est sûr. Et là, prochainement, donc, l'étape d'après, c'est la TDS fin août. Là, pour le coup, sur un profil qui est en partie relativement roulant malgré tout, et en partie, il y a quelques parties qui sont un peu plus techniques, mais pour le coup, ça va être, ça risque d'être, je pense que ça doit être un peu moins technique que Madère. Oui, Madère, oui, complètement, ce sera moins technique. Madère, après, je crois que j'ai prévu de reconnaître la TDS aussi, mais
apparemment, il y a une première partie qui est assez roulante, quand même, jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, si j'ai bien compris, les 50 premiers kilomètres. Et après, le reste est quand même plus sauvage, et la fin de course un peu plus roulante. Je crois qu'il y aura un petit peu de tout. Après, oui, c'est bon, le ratio distance dénivelé est quand même bien important, donc je pense que ça reste une course quand même bien montagneuse. C'est vrai que on va dire une spécificité de présenter quand même une course très technique, surtout sa première partie. Après la fin de course, elle est beaucoup moins, mais la TDS, je verrai quand je vais les reconnaître, mais je pense que ça peut bien me convenir aussi, je pense. Ouais, c'est. Alors pour le coup là aussi, t'auras j'imagine un plateau assez dense puisqu'on est dans le grand week-end UTMB, CCC, TDS. Donc normalement le plateau est encore, est toujours aussi relevé, voire en même temps international. Donc je pense que là tu vas avoir aussi pas mal de challengers sur la course, quoi. Ouais, tout à fait. D'habitude, le TDS, c'est un peu la course la moins lotie au niveau des coureurs de haut niveau, parmi toutes les courses CCC, TDS, UTMB. Puis là, je sais pas si c'est le fait que j'ai choisi cette course-là, et il y a plein de super coureurs là, qui sont inscrits cette année, donc tant mieux. Je suis partant pour les confrontations, donc là, je suis ravi qu'il y ait tous ces grands coureurs sur cette course, donc ça fera, j'espère, un beau combat, et puis j'espère être de la partie un petit peu devant. À quelle place, je sais pas, mais voilà, pour essayer de faire un bon résultat. Et quand t'es comme ça, quelle que soit la course, tu te fixes, tu espères une place et tu te fixes plutôt un objectif de temps, ou tu pars en disant je gère, tu te fais une sorte de plan de course quand même? Non, les plans de course jamais. Après en général, je sais le temps des années précédentes. Je me dis, je vais être à peu près en ces temps-là, mais je prévois jamais à tel ravito, il faut que je sois à temps, à telle heure. Non, pas du tout. Je me dis jamais, il faut que je suive tel cours absolument. Sur ces longues distances-là, c'est vraiment la sensation. Il faut être à l'aise les premières heures, et puis après, au fil des kilomètres, je vois comment ça évolue, mais c'est sur les ultras comme ça, plus de 10 heures, faut déjà se fier à soi-même, je pense, plus qu'aux autres, parce qu'on peut vite se mettre dans le rouge déjà premièrement, et puis après trouver la fin encore plus dur. Ça va être déjà assez comme ça, donc je pense qu'il y a mieux se fier à son allure, à ses sensations, mais que plutôt à se forcer à suivre un rythme qui est pas le nôtre. Après sur les fins de course, on essaye toujours de s'accrocher au mieux, mais bien sûr, sur le début de course, c'est pas pareil, je pense. Et quand t'es justement comme ça sur des courses longues, t'as une stratégie d'alimentation super rodée, ou t'es au feeling? Je sais ce que je vais prendre en gros, ce que je mange, ça a déjà été testé normalement, et mais après en général, ce que je fais, c'est que je prépare une boîte où j'ai tout ce que je veux, et puis arrive au ravitaillement, je prends ce que j'ai envie à ce moment-là, parce que pour moi, ça fonctionne pas de me dire à tel ravito, je vais prendre 2 barres, un gel, au suivant, je vais en prendre qu'un, et je vais manger au feeling pendant la course. Quand j'arrive sur le ravitaillement, si j'ai envie de coca, je prends du coca, j'ai envie de la banane, je prends de la banane. C'est vraiment, ça c'est plutôt au feeling, mais ce que je vais manger, c'est entre guillemets calculé, mais pas sur la quantité, et pas sur le temps précis. D'accord. Et t'as des aliments favoris, toi, en course, que tu sais qui passent vraiment bien à chaque fois? Là, j'ai testé, et le riz blanc, ça marche bien. D'accord. Les longues distances, il y a besoin un peu de salé, donc coupe un peu du sucré, donc je me fais du riz, tout simplement, du riz, puis que je sale, et ça passe bien. D'accord. C'est quelque chose c'est un peu, je sais pas, c'est original, il y en a peut-être plusieurs qui le font, mais c'est quelque chose qui passe bien chez moi, qui me permet de couper un peu du sucré. Ouais, d'accord. Et pareil, est-ce que tu as une stratégie sur la gestion de ton effort? Tu t'es mis, tu vois, tout à l'heure tu disais tu démarres plutôt au calme la course pour te mettre dans ton rythme, et après est-ce que tu sais s'il y a des moments où tu dis ça, c'est justement si j'arrive sur un de mes points forts, donc là je peux envoyer un peu, après je ferai plus light, ou Ouais, ça je pense que, avec le peu d'expérience que j'ai peut-être, mais ça marche sur des formats de jusqu'à, je pense, 7-8 heures. Après sur les ultra trail, j'ai pas jamais fait un ultra où
où j'ai pas eu un coup de moins bien. Donc, oui, je trouve ça tellement difficile de se dire on gère pendant 10 heures de temps, puis on va accélérer les 2 dernières heures. Enfin, c'est tellement dépendant de plein de paramètres, de la forme. Il y a des moments forcément moins bien. Enfin, je pense à Madère, il y a des moments où on est super bien, puis après on prend un gros coup de bambou, et après ça revient. Donc c'est passer les 7-8 heures de course. Après, de toute façon on avance en général comme on peut et avec ce qu'on a comme énergie, mais on varie très rarement d'allure. Voilà. En général, les places sont déjà entre guillemets faites, et après, si quelqu'un rattrape ou si on double quelqu'un, c'est que ça se fait naturellement, et c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de changer de rythme. Voilà. C'est dur de dire de gérer tant de temps et accélérer de temps. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, j'ai toujours un rythme, on va dire, plus ou moins régulier, puis avec des coups de moins bien, des coups de mieux. D'accord. Et est-ce que depuis que tu cours, il y a une course que tu aurais en tête où tu aurais eu ton ce que j'appelle moi ton meilleur raté, c'est-à-dire un truc où ça s'est vraiment pas très bien passé, mais de ce fait, tu as appris beaucoup pour la suite. Est-ce que ça t'est arrivé ça? Ouais, c'est marrant, mais je pense au championnat de France, donc c'est ma 3e fois où je fais championnat de France. J'ai fait en 2013 où j'avais gagné en espoir, et après en 2014 j'étais encore espoir dans la Drôme. Ouais. Et voilà, c'était un parcours où on faisait un 8, on fait 2 boucles, et en fait la première boucle qui fait 23 km sur les 60, je crois à peu près, 24 sur les 60, un truc comme ça, et je m'étais retrouvé à 3 minutes de tout le groupe de tête, et c'était beaucoup trop rapide en fait, et j'avais été en sur-régime, j'ai pas pris du tout le bon rythme, et puis je l'ai payé cash direct après, parce que dans les 10 minutes qu'on suivi la boucle, j'ai pris un gros coup de bambou, mais vraiment, voilà, là j'étais vraiment séché et j'ai abandonné. Enfin, voilà, j'ai plus du tout de force, ça me tirait de partout, enfin des sensations que j'avais jamais eues avant, et voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment prendre son rythme et pas forcément suivre celui des autres. Voilà, même quand c'est un événement qui est de l'ampleur, peut-être qu'avant j'avais peut-être pas su gérer, entre guillemets, pas dire la pression, mais l'engouement qu'il y avait, l'excitation du départ. J'avais un peu suivi bêtement plein de coureurs qui étaient eux aussi trop dans le rouge du coup, et puis finalement tous ceux qui étaient partis à leur rythme normal, ils nous avaient rattrapés et ils nous avaient doublé. Cette course ça m'a beaucoup appris de ce côté-là, comme quoi j'ai pas su gérer mon début de course, et depuis ça va mieux, je pense. Comme quoi, enfin c'est un point que je trouve hyper intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement quand on arrive à tirer les enseignements, notamment des échecs qui sont relatifs, ça reste que du trail quelque part, c'est là où effectivement on progresse souvent à grandes enjambées pour la suite, quoi. Tout à fait. Donc non, ça c'est bien, quoi. Et toi en course, en course et plutôt en entraînement, t'as déjà connu des blessures, des tendinites, tout ça, pas tendinite, mais donc l'année qui a suivi, c'est quoi, l'année 2015, ouais. J'ai fait la transvulcania, puis après ça j'ai eu une douleur à la hanche qui est apparue, et donc en fait j'ai traîné le problème pendant 1 an et demi jusqu'à savoir vraiment faire le bon diagnostic, et puis du coup j'ai dû fin 2016 je me suis fait opérer de la hanche. D'accord. C'était le truc à soigner, le gros truc, et donc ça m'a pris 1 mois et demi de rééducation, on va dire, et puis bon, après je suis reparti de plus belle pour l'année passée, donc 2017, mais j'ai eu ce problème à la hanche qui m'a bouffé entre guillemets tout la deuxième partie de 2015, et puis quasiment 2016 aussi, parce que ça m'a vu que le diagnostic n'était pas encore posé, je courais mais j'avais encore un peu mal, donc je faisais une course et après ça allait plus. Sinon après pas d'autres pas d'autres problèmes. Bon, j'ai eu une fracture de la clavicule, mais bon, c'était sur une chute, donc c'est là si tu donc ça c'est malheureusement un petit peu une chute en vélo, donc c'est ça. Et est-ce que justement là depuis que tu pratiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'as développé justement des croyances ou des forces en toi qui font que ça a amélioré en fait ta pratique? Je penserais plutôt la confiance en soi. C'est marrant de dire ça, mais je pense que c'est un élément important dans le sport, et je pense qu'il faut avoir confiance en soi quand on arrive sur une course. Bon, surtout
ou les cours qu'on vous devant. Mais même en règle générale, je pense qu'il faut, voilà, Monsieur